À la une de l'actualité législative à Maurice, 941 719 électeurs désignent ce jeudi leurs 70 députés. Le rapport d'un expert indépendant remis au Conseil de sécurité de l'ONU préconise le retrait des forces onusiennes de la République démocratique du Congo et en fixe le cadre. Et puis, à quelques jours de la date prévue pour la formation d'un gouvernement d'union, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer ce jeudi en Ouganda. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les Mauriciens ont commencé à voter ce jeudi pour un scrutin législatif à l'issue duquel le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth espère obtenir l'onction populaire, ceci 2 ans après avoir succédé à son père sans élection. Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi leur porte à 7h, soit 3h GMT, sur l'île principale de Maurice et fermeront à 18h. Quelques 941 000 électeurs inscrits sont attendus aux urnes. Les électeurs doivent choisir 62 députés, dont 60 dans l'île principale de Maurice et 2 à Rodriguez, petite île située à quelques 600 000 km plus à l'est. La commission électorale nommera ensuite 8 députés parmi les non élus, ayant obtenu les meilleurs scores afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés à l'Assemblée nationale. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968, l'île Maurice, qui appartient à l'archipel des Mascareignes dans l'océan Indien, est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Et les observateurs s'attendent à ce que le scrutin se déroule dans le calme. Pour la première fois depuis 1976, ces élections mettent aux prises 3 blocs et non 2. Pravin Jugnauth est à la tête de l'Alliance mauricienne et Navin Ramgoolam, chef du Parti travailliste, dirige l'Alliance nationale de centre-gauche. Il n'est pas exclu que personne n'obtienne la majorité absolue et qu'une alliance doive être formée après le scrutin. Le dépouillement commencera vendredi prochain et les résultats devraient être connus en fin de journée. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a exigé ce mercredi du gouvernement qu'il a limogé de libérer dans les 24 heures les ministères. Un ultimatum suivi par celui de l'Afrique de l'Ouest qui a donné 48 heures aux nouveaux ministres illégaux du président pour démissionner. À moins de 3 semaines de la présidentielle en Guinée-Bissau, le bras de fer entre le président José Mario Vaz et la communauté internationale se durcit. Le Conseil national de la défense, convoqué ce mardi soir par le président sortant, a reçu l'ordre de former une force conjointe et de faciliter l'accès aux institutions gouvernementales aux membres du gouvernement de Faustino Mbali. Dans un communiqué publié ce mercredi, José Mario Vaz accorde 24 heures au gouvernement d'Aristide Gomez pour s'exécuter, faisant craindre des troubles dans le pays. Mais Aristide Gomez a de son côté déclaré toujours ce mercredi à la presse que la réunion du Conseil national de défense était illégale parce que la partie gouvernementale légitime n'y a pas participé. Tout ceci relève du renversement du gouvernement actuel. Découle d'une tentative de putsch, a-t-il ajouté. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui soutient Aristide Gomez, a lancé une dernière fois un appel solennel à tous ceux qui ont été abusivement entraînés dans le gouvernement illégal de Faustino Mbali, afin qu'il démissionne. Les gens qui sont dans le gouvernement disposent encore de 48 heures pour faire connaître leur décision de démission à la CEDEAO en Guinée-Bissau, a déclaré le représentant de l'organisation ouest-africaine à Bissau, Blaise Diplo. Au-delà de ce jeudi, ils seront passibles de lourdes sanctions lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey au Niger le vendredi 8 novembre, a-t-il ajouté. Ouverte le 2 novembre dernier, la campagne électorale se poursuivra jusqu'au 22 novembre prochain, avec 12 candidats en lice, dont le président sortant, José Mario Vaz. Je l'annonçais en titre, un retrait progressif des casques bleus de l'ONU de la République démocratique du Congo a pour la première fois été suggéré. Ceci en dépit d'une violence persistante, comme en témoigne la mort de 10 civils tués mardi dernier par des miliciens dans la région de Béni.
l'ONU pourrait prochainement réfléchir à retirer progressivement ces unités de casques bleus de la République démocratique du Congo, où la violence persiste et menace la relative stabilisation depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi. C'est ce que préconise le rapport d'un expert indépendant qui a été remis au Conseil de sécurité. Réalisé après une revue stratégique de la mission, le rapport de la MONUSCO préconise un retrait des forces onusiennes et en fixe le cadre alors que le mandat de la mission des Nations Unies au Congo doit être renouvelé en décembre 2019. Gardant en tête l'approche de l'élection présidentielle en 2023 et les risques de résurgence de conflits qu'elle implique, l'expert recommande tout d'abord une transition réalisée sur 3 années au moins. En 2020, 16 000 casques bleus pourraient toujours patrouiller en RDC. Puis, les troupes stationnées dans les provinces de Tanganyika et du Kasaï pourraient se retirer dès 2021. Il ne resterait plus de soldats que dans le Kivu et l'Ituri. Et enfin, en 2022, ceux-ci pourraient quitter la RDC. Se penchant sur la question, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, reste toutefois prudent et conscient des défis qui attendent le président Félix Tshisekedi entre le virus Ebola et les conflits intercommunautaires dans le nord, le sud, Kivu et l'Ituri. Il a rappelé au Conseil de sécurité qu'il n'était pas obligé de suivre les recommandations de ce rapport. Ce journal se poursuit. Le président ougandais Yoweri Museveni semble prendre une part plus active dans la résolution du conflit sud-soudanais. Alors que l'échéance fixée au 12 novembre prochain pour la formation d'un nouveau gouvernement est fortement compromise, il a organisé ce jeudi avec son homologue soudanais une rencontre à Kampala entre Salva Kiir et Riek Machar pour tenter de trouver un terrain d'entente. Les principales forces politiques du sud du Soudan ont encore quelques jours pour former un gouvernement d'union nationale, comme prévu par l'accord de paix signé en septembre 2018. Mais Riek Machar continue de refuser d'intégrer le futur gouvernement, exigeant des garanties de sécurité pour les chefs de l'opposition, mais aussi des précisions sur le cantonnement des forces armées, ainsi que le retour au découpage territorial d'avant la guerre civile. De son côté, le président Salva Kiir estime que le temps n'est plus au report. Pour lui, l'urgence, c'est un gouvernement uni attelé à régler les questions nationales. Selon lui, la balle est donc dans le camp de Riek Machar. Face à cette situation, le président ougandais Yoweri Museveni a organisé ce jeudi, avec son homologue soudanais, une rencontre à Kampala entre les deux hommes pour tenter de trouver un terrain d'entente. Il espère obtenir des réponses de ses invités, Salva Kiir et Riek Machar. Cette rencontre n'est pas encore celle de la dernière chance, mais il est vrai que la pression est de plus en plus forte sur les Soudanais du Sud pour qu'une solution soit trouvée avant la date butoir du 12 novembre. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé ce mercredi, dans une déclaration adoptée à l'unanimité, une application de l'accord de paix au sud du Soudan. Les membres du Conseil de sécurité appellent les parties à l'accord de paix à réaffirmer publiquement leur engagement à appliquer pleinement cet accord et à se conformer à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu. Relance de la lutte contre le décapage au Sénégal. Les médias audiovisuels du pays ont été ce mercredi rappelés à l'ordre. Il est formellement interdit de diffuser de la publicité pour des produits de dépigmentation de la peau. Les produits dépigmentants sont toujours très prisés par les femmes du Sénégal, malgré leur danger et la sensibilisation qui se mène pour décourager la pratique. Les crèmes éclaircissantes pour la peau à base de corticoïdes et d'agents décapants très puissants continuent d'avoir un succès dans ce pays où de nombreuses femmes les utilisent malgré les mises en garde régulières des spécialistes de la santé. À Dakar notamment, des affiches vantant des produits décapants sont visibles sur de nombreuses artères. À la base du phénomène, des préjugés et complexes. De nombreuses femmes affirment recourir à ces produits parce que, selon elles, les hommes préfèrent celles qui ont la peau claire. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, à travers un communiqué rappelant une loi sur la presse votée en 2017, a indiqué que la diffusion par les médias audiovisuels de messages publicitaires relatifs aux produits de dépigmentation est interdite par la loi.
Ceci fait injonction de l'arrêt de la diffusion de tous les messages publicitaires relatifs aux produits de dépigmentation et invite les éditeurs qui n'ont pas encore signé des contrats de sponsoring ou autres à refuser toute offre de publicité relative à ces produits. Des spécialistes de la santé alertent régulièrement sur les risques de cancer de la peau, d'hypertension et de diabète avec l'utilisation de ces produits de dépigmentation. On retrouve cette fois-ci Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. Bienvenue à chacun et à tous dans la revue de presse Afrique du jour. Au Burkina Faso, pays en proie à de récurrentes attaques djihadistes, beaucoup donnent de la voix afin de proposer des solutions. Le quotidien titre Ousmane Danfodio, président de Hardi, à propos de la lutte contre le terrorisme au Burkina, il faut confier la sécurité à ceux qui ont la compétence. Autre titre, avec le même journal, Région de l'Est, un convoi d'une société minière attaqué, 10 blessés et des morts. Un bilan revu depuis à la hausse. L'opposition est à retrouver en une de l'Express du Faso, Zéphirin Diabré à Houndé. Malgré la traîtrise et la trahison, l'UPC se porte très bien. En Côte d'Ivoire, l'actualité n'a pas changé. Le jour plus de titré présidentiel 2020, Bédié ne veut rien lâcher. Les grandes manœuvres de Nzouéba pour redevenir chef de l'État. L'ancien chef de l'État est aussi en titre du journal Le Nouveau Réveil. Michel Amanin-Guesson FPI livre ses secrets. Bédié, le sauveur, offre une chance à la Côte d'Ivoire. L'alliance PDCI-FPI est une alliance pour le salut public. Le Patriote relaie l'actualité au sommet de l'État. Eau potable, électrification, route, emploi jeune, recrutement d'enseignants, construction d'écoles, d'hôpitaux, Ouattara, champion du social. L'intelligent d'Abidjan à présent, président du Sénat, Jeannot Kouadio Aoussou. En 2020, nous n'allons pas replonger dans des violences. Que celui qui aura perdu reconnaisse sa défaite. Au Cameroun et au lendemain du 37e anniversaire de la cession au pouvoir du chef de l'État, Cameroun Tribune affiche en 37 du renouveau, fidélité renouvelée. Info Matin sur la même actualité, en 37 du renouveau, Famé Ndongo exalte le respect de la différence. À main, le patron régional du comité central du parti de Paul Biya pour le Sud a appelé hier dans la vallée d'une thème les populations en général et les militants du RDPC en particulier à garder intact dans la démocratie ce fief présidentiel. Le Messager relaie d'autres propos et titres. Christian Penda et Coca, le régime est aveuglé par les dogmes du sous-développement. L'économiste et homme politique estime que les autorités, par leur allergie à l'innovation, ont contribué à augmenter des pesanteurs au décollage économique du Cameroun. Au Sénégal, le Sud Quotidien s'intéresse aux manchettes et titres. Baccalauréat 2020, 10 449 candidats déjà exclus. Autre titre avec le même journal, report des locales, les plénipotentiaires plutôt préoccupés par un code électoral consensuel. Autre actualité avec le Témoin, audit du patrimoine immobilier de l'État à l'étranger. Attention, ça sent le soufre. Pour le journal, le patrimoine immobilier foncier de l'État est comme une auberge espagnole. On y trouve de tout, des biens immobiliers acquis, le plus souvent dans des conditions opaques. Le président risque de mettre la main dans un panier de crabes. Ce sera tout pour la revue de presse Afrique du jour. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.